Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actualité en direct à la télé, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à commenter, voire à questionner nos invités. Tout ça, c'est grâce au hashtag Accès Direct. Au sommaire ce soir de cette émission, nous parlerons équerre, nous parlerons compas. Vous l'avez compris, il s'agit de franc-maçonnerie avec un de nos invités qui nous rejoindra. Il fait partie de la Grande Loge de France. Nous traverserons ensuite les continents pour aller à la découverte des saveurs du Japon avec nos invités qui nous viendront nous parler de Yata Ramen, une entreprise florissante. Sans oublier, comme tous les lundis, un instant sport un peu particulier. Nous accueillerons Bruno Mollaret qui nous parlera de la Maxi Orientation. C'est dans un mois tout pile, nous y reviendrons. Mais vous connaissez le principe de l'émission, tout ça commence avec les titres et ce soir c'est Olivia qui s'y colle. Salut Manu. Ça va Olivia? Bien et toi? Super. Et ce soir on va commencer avec du sport et le marathon. Exactement, donc la célèbre épreuve du marathon international du lac d'Annecy a eu lieu hier. C'est Kimberly Trivio qui était sur place. Ils étaient plus de 3000 participants à courir sous une chaleur de plomb, on peut le dire. Hein. Donc on va voir un peu l'ambiance. Comment ça s'est passé? Du côté des bénévoles et du spectateur, pour une fois, c'est pas forcément les coureurs, les stars, et ça fait plaisir. Exactement. Ensuite, on parlera gaspillage à l'école. Oui, avec Sébastien Germain, il s'est rendu dans un collège d'Annecy-le-Vieux. On apprend aux élèves à mieux consommer finalement et à trier, à composter. Donc on va voir aussi comment ça se déroule. Super, on se retrouve dans quelques minutes. Je te laisse finir de te préparer, mais tout de suite, on passe à notre invité du jour que j'accueille sur ce plateau. Philippe Charouel, bonjour. Bonsoir. Vous êtes le grand maître de la Grande Loge de France de Thonon, si je ne dis pas de bêtises. De Thonon? Ah non, j'habite à côté d'Annecy. Vous habitez à côté Voilà, d'Annecy. Et la Grande Loge de France couvre à la fois l'Hexagone, Outre-mer et même un petit peu l'étranger dans certains pays. Alors on va refaire le point en détail, car d'abord, question bête et méchante, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? D'une façon rapide, soit on prend le dictionnaire, on a une définition très courte. Société d'hommes avec un grand H, hein, hommes et femmes, fonctionnant entre eux selon des règles de fraternité et travaillant à l'amélioration de l'humanité. Si on va aller un peu plus loin, et je pourrais vous donner ma définition personnelle. Avec plaisir. C'est des femmes et des hommes qui, au moment de leur existence, se sont posé la question du sens de leur vie, de leur propre existence, dans une volonté de dépassement d'eux-mêmes. Le dépassement de soi, se perfectionner, travailler sur soi-même, grâce à l'éclairage des autres, du groupe qui s'appelle la Loge. Voilà. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie existe depuis plusieurs centaines d'années. C'est un ordre qui a été un peu sur le culte du secret pendant très longtemps. Aujourd'hui, il y a vraiment une volonté d'ouverture et de, finalement, transparence. Alors, la discrétion existe toujours, notamment en France, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, où on met en avant la qualité de franc-maçon sur les cartes de visite, les plaques professionnelles, Freemason. La raison de ce différence est très simple. Nous avons essuyé de très nombreuses persécutions à travers l'histoire. La dernière en date, c'est 39-45, avec les régimes fascistes. Et on reste simplement prudent, on fait attention, parce que vous savez tous que l'histoire bégaye, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il faut toujours faire attention de ce qui pourrait arriver. Donc on ne se dévoile pas comme ça à tout va. Moi, je le fais, mais par exemple, je n'ai absolument pas le droit de dévoiler un autre franc-maçon. C'est totalement interdit, chaque homme étant libre de le faire pour lui-même, mais pas au niveau des autres. Pour autant, il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées, comme c'était le cas il y a quelques semaines, avec justement une volonté finalement de s'expliquer justement ou de communiquer un petit peu plus ces dernières années. Oui, mais d'abord il y a les journées du patrimoine, hein, où tous les sites un petit peu à caractère historique de la franc-maçonnerie sont ouverts au grand public. Donc ça, c'est déjà une première occasion. Et puis par ailleurs, on fait beaucoup de conférences publiques. Ça permet de rencontrer beaucoup de personnes qui parfois ne savent rien de la franc-maçonnerie. Et ça donne l'occasion de poser des questions, etc. Et d'avoir une meilleure idée de ce que c'est réellement et sortir de certaines informations qui sont plus de l'intox que de l'information que l'on lit dans les blogs, sur Internet, etc., où on voit des trucs comme les Illuminati ou toutes sortes de sottises telles quelles. Donc ça permet justement de répondre très clairement à tout ce qui peut être posé et de donner au grand public une idée plus claire de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie. Alors, moi, je suis un néophyte total, mais j'ai lu qu'il y avait différents travaux qui étaient menés chaque année avec un thème
Cette année, par exemple, quel est le thème de vos travaux? Il y a deux choses. Il y a des travaux menés dans chacune des loges, et chaque loge étant libre de travailler sur des thématiques différentes, c'est la première chose. Et puis au niveau national, chaque obédience choisit une thématique une année donnée. En plus de cela, toutes les loges travaillent sur la même thématique, ce qui permet de remonter sous forme de synthèse et d'avoir la perception d'une réflexion menée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Alors, ça peut être sur le transhumanisme, ça peut être lié à la fin de vie, ça peut être lié au phénomène de l'handicap, ça peut être lié tout simplement à la jeunesse avec les perspectives, non seulement professionnelles, mais tout simplement perspectives de vie, pour essayer de trouver l'harmonie dans une existence, ce qui n'est pas toujours facile, notamment aujourd'hui, avec des paramètres, des critères toujours nouveaux qui se présentent à nous et auxquels il faudra trouver des solutions pour pouvoir s'adapter et coller à la chose. Voilà. Si on s'intéresse à la franc-maçonnerie, est-il possible d'y rentrer comme ça? Est-ce qu'il y a un cursus particulier? Alors, je dirais quelque part que tout homme, toute femme, qui attache de l'importance à la dignité humaine, au respect de l'autre, dans ses différences, et puis une petite attirance vers le sacré en général. Mais le sacré, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément le religieux, hein. Le sacré, c'est la vie dans tout homme, tout simplement, à sa place en franc-maçonnerie. Toute personne qui s'inscrit dans une pensée extrémiste, qu'elle soit religieuse ou politique, peu importe, effectivement, n'a pas sa place en franc-maçonnerie. Puisque c'est avant tout le respect de l'autre, l'altérité, le regard vers l'autre. Donc, ce n'est pas le rejet dont il est peut-être question dans une loge maçonnique. Alors, comment on y rentre? Comment on y rentre simplement? Certains par cooptation, parce qu'ils ont un ami, etc. C'était le cas général il y a quelques cinquantaines d'années. Aujourd'hui, c'est différent avec les moyens modernes de communication, Internet, etc. Des jeunes viennent sur le site de la Grande Loge de France, font acte de candidature. Ensuite, ils seront recontactés par la loge qui est le plus proche de leur domicile. Et ils feront le cursus classique. Et puis, il y a simplement, ce que je disais tout à l'heure, beaucoup de conférences publiques que nous organisons à la rencontre du monde. Certaines personnes intéressées vont vouloir aller plus loin, hein. Voilà. Vous abordiez il y a quelques instants le point de la religion. C'est vrai que l'ordre maçonnique, souvent, on parle d'un grand architecte de l'univers. C'est un lien quand même assez poussé avec la religion. Alors, le grand architecte de l'univers, c'est une notion à caractère sacré, mais qui n'implique pas de dogme. C'est-à-dire que chacun va voir derrière ce grand architecte de l'univers ce qu'il voudra. Le croyant, qui a une religion particulière, il verra peut-être le Dieu de sa foi, de sa croyance, de sa démarche religieuse, et c'est tout à fait respectable. Un autre, il verra une idée de la spiritualité beaucoup plus large. La spiritualité, c'est le genre, et la religion n'en est qu'une déclinaison. Et puis l'agnostique, il verra des questions qui se posent sur la vie, sur l'homme, etc. Donc on y verra tous ce qu'on veut y voir. Le propre de la loge maçonnique, c'est qu'on tolère toutes ces appréhensions, et que c'est par ces différences, justement, qu'on s'enrichit. On n'est pas tous dans une démarche monolithique, bien entendu. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas de dogme dans la franc-maçonnerie. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont très carrées, de nombreux attributs, de nombreux gardes. On voit les tabliers, les gants. Oui, alors on voit notamment les symboles. Le symbole est librement interprétable par tout un chacun. 100 personnes, un même symbole, sans interprétation différente. Voilà. Si le symbole avait une définition, il en perdrait tout de suite sa valeur de symbole. Donc c'est un langage à la fois et c'est un langage commun à tous. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de dogme, ça n'empêche pas certains d'entre nous d'être croyants, d'être engagés dans une religion et de vivre parfaitement en complémentarité et leur religion et leur démarche maçonnique, qui est une démarche d'ouverture vers l'autre, tout simplement. Il n'y a rien d'antinomique. Moi, personnellement, par exemple, je suis d'essence chrétienne, totalement croyant, et il y a dans ma loge des gens qui ne sont pas du tout croyants. Ça ne m'a jamais dérangé en rien, bien au contraire. Quid de la mixité aujourd'hui? Quelle est la place de la femme pour les francs-maçons? Alors, tout d'abord, il y a trois grands courants. Il y a des obédiences purement masculines, d'autres purement féminines et d'autres mixtes. Toutes les démarches sont totalement respectables. La simple chose, c'est d'essayer de trouver la voie qui nous correspond le mieux pour chacun de nos membres. Quand même se pose une question, c'est que quand on regarde les chiffres, 185 000 francs-maçonnes et francs-maçons en France, 25 000 ont choisi la voie de la mixité, 160 000 ont choisi la voie du monogenre. Alors, on se dit, mais comment ça se fait? Aujourd'hui, notre société est totalement mixte, et moi, ça me convient parfaitement. La parité en étant la dimension légale, mais peut-être que la démarche initiatique, maçonnique, est une démarche d'intimité. Le mot pudeur prend toute sa signification. Je dis souvent, c'est une mise à nu des esprits qui peut aller plus loin que la mise à nu simple des corps, tout simplement. Et il y a plus de femmes et d'hommes qui préfèrent travailler en monogenre,
Après, on se retrouve, on porte les travaux à l'extérieur, vers le monde en général, vers nos sœurs et frères en humanité, tout simplement. Mais dans un premier temps, le travail initiatique, il y a plus de personnes qui préfèrent le vivre en monogenre. C'est comme ça, on n'a pas forcément d'explication rationnelle de la chose d'ailleurs. Aujourd'hui, on retrouve la franc-maçonnerie sur tous les continents, on peut le dire, c'est un ordre mondial. Alors, elle était interdite pendant toute la grande période du communisme, dans tous les pays aujourd'hui de l'Est, la Russie, etc. Quand le mur de Berlin est tombé, elle a redémarré de partout. D'abord, avant le communisme, elle existait dans ces pays, bien entendu. Elle est aujourd'hui quasiment interdite dans tous les pays musulmans, sauf le Maroc, où il y a un souverain éclairé qui s'ouvre à la chose. Mais les choses commencent à bouger. Il y a des loges qui se créent dans un certain nombre de pays. Un jour, il y aura peut-être une autorisation complètement ouverte. J'en suis même persuadé. Et voilà, c'est l'avancée du monde avec toutes ces périodes. Il y a notamment dans les loges françaises, il faut le dire, je vous ai dit des chrétiens tout à l'heure, mais il y a aussi des juifs, il y a des musulmans, etc. Et on trouve même que ça, c'est source de richesse. C'est toujours des gens éclairés et sans aucune forme de fanatisme, bien entendu. Mais on trouve justement que ça pourrait être aussi l'un des liens qui permettrait aux gens de vivre ensemble de meilleure qualité. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une certaine influence politique de la franc-maçonnerie au niveau national ou international? On a tendance à dire Grand Orient de France, plus de gauche, Grande Loge de France, plus de droite. Est-ce que c'est toujours le cas? Influence, ça l'a toujours été, ça l'est toujours, mais peut-être pas dans l'entendement classique. Ce n'est pas une question que de gauche, de droite. Les loges maçonniques, c'est des laboratoires d'idées. On n'a jamais produit des lois telles quelles, mais on a produit une réflexion. Et des hommes qui étaient francs-maçons ou qui n'étaient pas francs-maçons, ensuite les ont portés sur les fonds baptismaux de la République. C'est tout. Mais il y a une réflexion profonde, un peu détachée de la politique. C'est-à-dire qu'on trouve intéressant dans la loge qu'il y a des gens de sensibilité à gauche et d'autres de sensibilité à droite. C'est la richesse pour pouvoir monter ensemble beaucoup plus haut qu'être simplement avec des gens qui pensent toujours comme vous, parce qu'on arrive à tourner en rond sinon. Dernière petite question, si on veut en savoir plus, justement, est-ce qu'il y a des dates de prochaines conférences ouvertes au public ou des sites internet où on peut se renseigner? Ah oui, vous allez sur le site de la Grande Loge, elles sont données. Moi, personnellement, en 3 ans, j'en ai fait à peu près 200. Il m'en reste à peu près d'ici la fin de mon mandat, parce que je descends de charge, c'est tous les 3 ans, mi-juin. Il m'en reste à peu près à faire, je crois, 12-13. Dans la région, malheureusement, plus. J'en ai fait à Ferney-Voltaire, à Thonon-les-Bains, à Chambéry, mais c'est fini. J'en fais une demain soir à Aurillac, mais Aurillac, c'est pas la porte à côté quand même. Mais en regardant le site, les gens peuvent voir. Et puis, ceci dit, je pense qu'à l'automne, on en fera une à Annecy. Ça permettra aux gens de la région de pouvoir à nouveau venir poser des questions, aborder toutes les thématiques de leur choix. On n'a pas de problème avec ça. Philippe Chervel, merci beaucoup pour toutes ces explications. On le rappelle, grand maître de la Grande Loge de France. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je vous envoie vers la régie, justement vers les backstage pour inviter nos prochains invités. Allez-y. Yataramen avec Julien Lamotte et Éric Tarare, ce sont nos invités. On en parle. Les gars, merci beaucoup d'être là. Sujet un peu plus léger, on va parler gastronomie, on va parler saveurs, et saveurs d'Asie, plus particulièrement du Japon, avec une très belle aventure, celle de Yataramen, qui est née en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ça permet. 2016, pour notre premier restaurant à Seno, qui était un petit peu l'entité test, labo pour voilà, tester une de ces recettes qu'on a fabriquées pendant ces 6 mois précédant l'ouverture. Étant pas restaurateur de formation, on a préféré ouvrir sur un petit endroit pour se former correctement et proposer ces soupes japonaises qui ont un accroissement aujourd'hui sur Annecy. Alors on va le rappeler, le principe déjà du ramen. C'est une soupe avec finalement un repas complet à l'intérieur. Éric? Eh ben exactement, les ramen, ce sont des nouilles tirées de blé, des nouilles tirées de blé japonaises, donc fraîches, dans une soupe maison, donc un bouillon qu'on prépare maison, et on les accompagne de viande, de légumes, de crustacés et bien d'autres éléments pour proposer un maximum de choix à nos clients. Comment vous est venue l'idée finalement d'ouvrir un restaurant de ramen? Parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup nourriture japonaise en général, nourriture chinoise, mais là il s'agit d'un plat particulièrement. On est 3 associés fans de gastronomie en général et principalement asiatique. On aime beaucoup. Et donc gourmand, soit dit en passant. Gourmand, ouais. Et Boris, 3e associé, qui lui a vécu 5 ans en Asie. Donc voilà, qui était parti principalement pour la nourriture parce qu'il adorait ça.
Et il a découvert la gastronomie japonaise là-bas. Moi aussi, de mon côté, j'aimais beaucoup le Japon. J'y suis allé plusieurs fois et vraiment un gros affect avec la gastronomie en général. Et ce plat, le ramen, qui est un plat qui est très très populaire au Japon. En fait, c'est le plat qui est le plus mangé. Ok. Donc, ils se nourrissent du ramen midi, matin et soir. Donc, c'est vraiment le plat populaire où il y a toutes les mixités sociales, que ce soit du jeune à la personne âgée, voilà, toutes les catégories socio-professionnelles. C'est vraiment un plat qui rassemble toute la population japonaise. Aujourd'hui, donc, vous aviez un restaurant à Seno. Sous le fait du succès un petit peu de ce premier restaurant, vous venez d'en ouvrir un deuxième. Les affaires sont florissantes. Bah écoutez, on est ravis. Ouais. On a ouvert effectivement Seno en septembre 2016 et puis on a ouvert récemment au mois de décembre le point de vente d'Anne-Sylvieux, qui est un point de vente un petit peu plus gros que Seno. Donc Seno, on était plutôt sur un format shop japonaise et là on est sur une cantine japonaise un peu plus grande et le succès, oui, effectivement, est au rendez-vous et on a vraiment l'envie de développer la marque Yata Ramen. Aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie, mais aussi dans l'avenir sur le territoire français. Alors, tu me grilles les étapes et mes prochaines questions. Justement, c'est excuse-moi. quoi la prochaine étape Vous allez jusqu'où? Bah, exactement comme dit Eric, c'est que là on est en train de finaliser la structuration de nos 2 points de vente, vraiment en termes de staff, en termes de nos équipes avec qui on travaille depuis le début. Vraiment bien calibrer tout ça pour pouvoir se concentrer sur le développement et donc peut-être partir et sûrement partir en franchise dès l'année prochaine. Ok. Comment ça se renouvelle? Il y a un nombre infini de recettes de ramen. Vous avez des contacts avec des Japonais qui vous disent leur choix ou leur petite sélection du genre? Bah, le ramen, traditionnellement, c'est un plat assez simple et qui est peu mixé en fait. C'est souvent une soupe, donc c'est un bouillon de porc avec les nouilles tirées, donc les ramen, et du porc chachou, donc c'est un porc roulé braisé pendant un temps donné au four. Et ils mangent principalement que ce plat-là avec où la similitude vraiment se fait sur le bouillon au Japon. Il y a beaucoup de bouillons différents selon les régions. Et nous, voilà, on a voulu le retravailler un petit peu pour, entre guillemets, l'européaniser, en tout cas le franciser un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt à manger du porc tous les jours. Donc voilà, on a voulu adapter à nos goûts plus occidentaux. Et donc, après, on a travaillé avec un chef. Nous, on a un chef dans l'équipe qualifié. Et c'est lui qui développe maintenant les recettes. On était vite embuté avec notre propre compétence à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a toute une carte qui est développée et qui fait entrée, plat, dessert. C'est quasiment c'est un petit bout de Japon en Haute-Savoie. Oui, le ramen, c'est vraiment un plat complet. Hein. On a aujourd'hui 6 ramen à la carte. Et on propose un ramen tous les mois, qui est un ramen un petit peu plus gastronomique, un ramen différent, qui est travaillé effectivement par notre chef de cuisine et son équipe, hein, avec le second de cuisine et un commis de cuisine qui participe aussi, bien entendu, à la préparation des ramen, des bouillons qui sont différents aussi. Et aujourd'hui, c'est un plat, effectivement, comme disait Julien, on peut le travailler de façon infinie. Alors aujourd'hui, on a travaillé une carte de 6 ramen, mais on ne s'interdit pas à travailler d'autres produits pour les apporter dans une future carte. Et on propose effectivement des entrées avec nos onigiri. Ça, c'est vraiment le sandwich japonais traditionnel. C'est un triangle de ribio qui est fourré. Alors, on peut le fourrer à n'importe quoi aussi, un petit peu comme les ramen, aussi bien avec des légumes, des crustacés, de la viande ou toute autre chose, hein, du tofu par exemple. Et on a une carte aussi complète de desserts. Alors, on a revisité un petit peu les desserts japonais en les francisant un petit peu. Alors, on a souvent des desserts franco-japonais avec des choux à la crème au thé matcha qui sont faits par des pâtissiers. On en propose aussi une panna cotta citron yuzu qui est l'agrume japonais par excellence. Et aussi, on propose ce qu'on appelle les petits mochis. Hein. Donc, les mochis sont de la farine de riz, où dedans vous avez des pâtes de haricots azuki et pareil on les agrémente un petit peu à la française, notamment celui-là avec une fraise gariguette hein, que Manu tu pourras déguster. Avec grand plaisir. Après, Ça commence à me faire de l'œil. Voilà, donc une carte complète avec 6 ramen qu'on propose effectivement pour varier le plaisir et puis aussi pour effectivement avoir un choix pour nos clients qui souhaitent par exemple un ramen vegan, végétarien ou avec de la viande ou des crustacés. Aujourd'hui, c'est un plat que tu peux venir manger tous les jours sans pour autant être lassé. Donc c'est pour ça qu'on adore ça.
Question bête et méchante, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que gastronomie étrangère égale on paye le prix fort. Aujourd'hui, c'est quel ordre de prix pour Yata Ramen? Nous, ça faisait partie vraiment du concept initial, c'est qu'on voulait un produit qui soit représentatif de ce qu'il est au Japon, donc c'est un produit pas cher. Donc on essaye, nous on start à 4,90 et sur le ramen Kaizen, qui est le ramen un petit peu plus haut de gamme, qui retravaille chaque mois, on peut aller jusqu'à 13,90. Donc voilà, on est quand même sur un panier moyen, autour de 10 €, donc on concurrence les grandes chaînes qu'on connaît de restauration plus ou moins saine, et donc on plus est ou moins rapide. Exactement. Donc voilà, c'était vraiment un argument de base, qu'on voulait travailler nos recettes pour être vraiment sur un panier accessible à tout le monde. Il y a d'autres ingrédients qui vous font de l'œil, peut-être d'autres idées justement d'élaboration. Vous avez un laboratoire dans lequel vous essayez plein de saveurs. Comment ça se passe? Ouais, bah écoutez, nous, l'objectif vraiment, c'est de sortir des nouilles. Alors, dans un deuxième temps, ça sera des nouilles bio, hein, aujourd'hui, mais des nouilles bio, ça nous tient à cœur. Et on souhaiterait aussi produire des nouilles dites soba, donc à la farine de sarrasin, notamment pour les intolérants au gluten, c'est pas mal. Et puis, ça change aussi de goût. Et on pense aussi à développer tout un tas de sortes de nouilles avec... pourquoi pas des nouilles où on peut effectivement incorporer par exemple de l'encre de sèche pour faire des nouilles noires ou des nouilles ce qu'on appelle udon ou udon qui sont des nouilles un petit peu plus épaisses. Enfin, c'est vrai que c'est un produit qui est sympa, on s'éclate dedans parce que c'est infini, quoi. Comme nos petits onigiri, là, on découvre des recettes, enfin, les chefs nous proposent des recettes tous les jours et qui sont différentes. Donc c'est ça qui nous permet aussi de vivre avec passion notre métier. Ouais. Vous l'avez compris, si vous avez envie de saveurs d'ailleurs pour un prix raisonnable, c'est vers Yata Ramen qu'il faut se trouver. Premier point de vente à Sénaux, le deuxième à Annecy-le-Vieux et plein d'autres, j'en suis sûr, à venir. Messieurs, merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. On reste en contact de toute façon. Je vous laisse repartir vers la régie et j'accueille Olivier Boisson pour notre revue de presse quotidienne. Et Olivia, Je suis là. tu es là, tu es là. Et toi, tu vas nous parler aujourd'hui d'un petit article qui t'a ému, qui t'a touché. Dis-moi en plus. Qui m'a ému, alors c'est lequel? Je pense que plus l'article de France Bleu, du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Mais j'ai eu mon petit trou de mémoire, donc j'essayais de, tu vois. Mais bon, ça n'a pas marché. Merci de me le faire remarquer. C'est pas grave. Oui, c'est un article de France Bleu, en fait, 5 mois après le décès de David Poisson au Canada pendant un entraînement pour la Coupe du Monde. La station de Pézé-Valandry, dont il est originaire, a décidé de lui rendre hommage. Elle a organisé la première édition du ski caillou. C'était son surnom, Caillou. C'est une épreuve alors qui est faite pour rire et se retrouver. Les skieurs, vous pouvez le voir sur l'image de l'article, descendent sur de la neige, mais aussi des cailloux, de l'herbe et même de l'eau. Julien Liseroux, le champion, a confié à nos confrères de France Bleu Pays de Savoie, je cite, « C'était un hiver éprouvant pour tout le monde. On est des amoureux du ski et c'est une épreuve ski-caillou qui convient à tout le monde. Tout le monde est très heureux d'être ici. » Je trouve que c'est une très belle initiative de la part de la station d'organiser ça. Un bel hommage et je suis sûr que ça va faire plaisir aux nombreux skiman qui ont dû refaire le fartage et les semelles des skis derrière. Il a dû y en avoir un paquet. Puis on parle de deux cambrioleurs qui n'avaient pas froid aux yeux. Voilà, là ça m'a beaucoup moins ému. L'histoire s'est déroulée à Albertville et elle aurait pu être fatale pour 2 mineurs. Alors 2 adolescents circulaient à bord d'une voiture de collection volée. Et le chauffeur a perdu en plus le contrôle du véhicule et ils ont percuté un muret, donc la totale. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là puisque les 2 adolescents ont voulu fuir en se jetant dans l'Arc. La rivière, tu le penses bien, est complètement glaciale et le courant est assez fort. Ils ont été repêchés heureusement par les sapeurs-pompiers avant d'être placés en garde à vue par les gendarmes de la Chambre. Une enquête est ouverte. C'est peut-être pour ça qu'en fait il faut attendre d'avoir le permis pour essayer de voler des voitures. on vous engage à ne pas voler des voitures. Ne le refaites pas chez vous. Et toi Manu, on parle encore voiture avec un parking plus cher que l'avion. Oui, moi j'ai pensé, tu vois, à tes vacances et donc je me suis dit qu'il fallait essayer de te sortir des bons plans. Et grâce à nos confrères de la Tribune de Genève qui ont fait le point sur les tarifs en vigueur sur les aéroports suisses pour ce qui est du stationnement. Et comme tu le disais, bah oui, aujourd'hui le parking coûte plus cher que l'avion. Pour une semaine de stationnement, typiquement au hasard à mi-juillet, là où c'est le plus demandé, c'est Zurich qui décroche la palme avec 214 francs suisses pour 7 jours de stationnement.
Ah oui, ça fait cher. Genève arrive juste derrière avec 204 francs suisses la semaine et Bâle-Mulhouse avec 184 francs suisses. Pour ce qui est des parkings longue durée, qui est généralement le bon plan pour les connaisseurs, avec justement pas vraiment de limite de temps, et ce qui est généralement aussi synonyme d'un quart d'heure au minimum de marche pour l'aéroport, et bien là on trouve des prix un petit peu plus abordables, mais ça reste quand même très très cher. Et là c'est Genève qui a la palme et qui est en tête du classement avec 120 francs suisses pour le stationnement d'une voiture, suivi de Zurich à 81 francs suisses et de Bâle à 86 francs suisses. Pour comparaison, en France, une semaine de stationnement à Lyon-Saint-Exupéry équivaut à 168 € pour des parkings courte durée, voire 58 € pour des parkings situés à peu près à 20 minutes de marche de l'aéroport. Le conseil du professionnel, bien sûr, c'est de réserver ta place en ligne sur des sites prévus à cet effet, où tu peux avoir, selon la semaine de réservation, entre 20 et 50% de rabais sur la place de parking. Donc à réfléchir et à méditer un petit peu en amont avant de se retrouver à l'aéroport. Ou tu prends le bus aussi. Aussi, c'est une bonne, mais il faut être pas trop loin. Et puis on parle d'une action coup de poing. Oui, on reparle des migrants et du tristement célèbre col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes avec ce samedi matin une centaine de militants d'extrême droite qui ont pris position donc à 1762 mètres d'altitude à grand renfort de barrières de chantier. Je cite, pour veiller à ce qu'aucun clandestin ne puisse rentrer en France. Alors fondé en 2012, le groupuscule nommé Génération Identitaire s'était déjà fait connaître avec d'autres actions du genre, très coup de poing. Cette fois-ci, ils ont même loué 2 hélicoptères pour essayer de repérer les migrants vus du ciel. Une action estimée à 30 000 €, mais qui a fait chou blanc, puisque forcément, ils n'ont trouvé aucun migrant sur le col, comme par hasard. À noter que dimanche, en réponse à cette première action, ce sont les militants d'extrême gauche qui ont pris place sur site et qui, justement, ont entraîné des heurts avec les forces de l'ordre. Ma petite analyse, c'est qu'en fin de saison touristique, on n'a jamais autant parlé de la montagne française. Je suis sûr que ça va faire plaisir à France Montagne en espérant que ce soit comptabilisé dans les chiffres touristiques. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, c'est de bonne augure. Merci beaucoup, Olivia. Merci, Manu. Je te laisse repartir pour finir de préparer le JT et j'accueille notre invité Bruno Mollaret pour l'instant sport. Bonjour. Bruno Mollaret, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, merci de m'accueillir. Bon, question bête et méchante, mais Mollaret, papa de Axel? Mais décidément, c'est comme ça qu'on me nomme quand je participe à des courses ou d'escapinisme. Oui, je suis le papa d'Axel. Il faut assumer la notoriété de la fille. Avec grand plaisir. On va parler course d'orientation et pas n'importe laquelle, la Maxi Orientation, qui aura lieu dans un mois, tout pile sur le Semnoz. Alors, on va le rappeler pour les néophytes du genre, la course d'orientation, c'est une carte, une boussole et beaucoup de système D. Voilà, j'ai apporté quelques exemples. Quelques accessoires pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, notre stade en course d'orientation, c'est généralement la forêt, les montagnes, les alpages. Et on vous donne une carte que vous découvrez au moment où vous partez. Et vous devez faire un parcours, donc matérialisé avec ces traits rouges, donc dans un ordre imposé, le plus vite possible. Donc c'est tout simple. Vous devez poinçonner des balises, donc qui ressemblent à ça, avec un petit doigt électronique. Donc j'en ai apporté un. Et donc le but, c'est celui qui a poinçonné toutes les balises dans l'ordre le plus vite possible. C'est lui qui a gagné. Alors aujourd'hui, la course d'orientation, elle prend de l'ampleur, j'ai envie de dire, même si elle est connue depuis de nombreuses années. Et là, avec la Maxi Orientation, finalement, c'est presque un mi-chemin entre la course d'orientation de base et le trail. En fait, ce que je pense, c'est que la course d'orientation n'a pas la place qu'elle mérite dans notre pays. En fait, c'est un sport qui nous vient des pays nordiques, la Suède, la Finlande, le Danemark, les pays baltes, la Russie. C'est aussi un sport très populaire en Suisse. Et ici, en France, ce n'est pas encore grand-chose. Par contre, on voit qu'il y a des enfants qui pratiquent ce sport à l'école. Ça se développe. Et notre idée avec l'organisation de la Maxi Orientation, c'est de faire découvrir ce sport fabuleux à un public autre que des orienteurs, donc à des trailers. Donc Stéphane Agnoli, le directeur de la Maxi Race, est venu nous voir en disant « j'ai eu l'idée de faire quelque chose en orientation » et il nous a donné carte blanche pour organiser cette épreuve. Donc ce qu'on propose, c'est de faire une équipe
de faire une course en équipe de 2 personnes. Donc il faut simplement avoir plus de 16 ans. Il n'y a pas de niveau spécialement à avoir. Le traçage du circuit sera ni très simple, mais ni très difficile, donc accessible à des gens qui ne sont pas des orienteurs. Et donc le départ se fera en masse, c'est-à-dire tous ensemble, depuis le restaurant Le Courant d'Air au Semnoz. Sommet du Semnoz. Les équipes récupéreront leurs cartes en haut du Semnoz, et puis là, premier en bas, il a gagné, après avoir poinçonné toutes les balises. Il faut dire que le terrain de jeu du Semnoz est particulièrement propice, notamment on a souvenir de la Coupe du Monde en 2010 qui avait déjà fait parler d'elle. Oui, on a organisé une épreuve de la Coupe du Monde en 2010. On a un terrain fabuleux pour la course d'orientation, et on a une carte maintenant qui va depuis le sommet du Semnoz jusqu'au lac d'Annecy. Et donc c'est sur cette carte que les concurrents vont pouvoir s'exprimer. Donc c'est une carte au 15 millième, donc 1 cm, 150 mètres, c'est-à-dire beaucoup plus précis que des cartes IGN classiques qui sont au 25 millième, avec des codes couleurs un peu particuliers. Donc le blanc, c'est de la forêt, et le vert clair, c'est aussi de la forêt qui se traverse moins facilement, et le vert foncé, vaut mieux faire le tour. Donc les orienteurs ont le choix de leur itinéraire entre 2 balises. Les meilleurs essaieront d'avoir un cheminement le plus direct possible, et les moins expérimentés auront plutôt intérêt à suivre un cheminement de sentier. Aujourd'hui, c'est vraiment ouvert à tous. Il va y avoir différents formats pour les différents niveaux de participants ou c'est... Non, on a fait le choix en première année de faire un format unique, pour que ce soit plus simple pour nous. Aujourd'hui, on a 50 équipes qui sont inscrites. On peut monter jusqu'à 150. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Il y a un seul format. Le premier qui arrive en bas, c'est lui qui a gagné. Tout simplement. Tout simplement. On est à 1 mois exactement de l'événement. Il reste encore des places pour s'inscrire? Oui, il y a encore des places. Donc, on a encore 100 places qui sont ouvertes. 100 équipes supplémentaires peuvent s'inscrire. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre. Et pour ça, il y a un site internet. Comment Donc, ça se passe? un site internet, vous tapez Maxi Orientation et vous serez dirigé sur notre site. J'en profite peut-être en 2 mots pour présenter aussi notre club, Annecy Sport Orientation, qui organise cette compétition, pour dire que nous organisons aussi des entraînements tous les mercredis soirs, qu'on ouvre à tous ceux qui veulent découvrir la course d'orientation. Donc si vous voulez nous rejoindre au travers d'un de ces entraînements, vous êtes les bienvenus. Vous allez sur notre site Annecy Sport Orientation et vous aurez tous les détails. Oui, c'est vrai que ma dernière question, c'était au niveau de l'organisation, justement pour gérer autant de balises dans un terrain de jeu aussi vaste. J'imagine que ça doit demander un petit peu d'anticipation et avec de nombreuses personnes. En fait, pas tant que ça, parce qu'on a le principe de l'ACO, c'est aussi que le parcours reste secret pour éviter que des fuites ou des petits malins qui puissent aller sur le terrain repérer des choses. Donc on a un traceur, une seule personne qui va définir sur la carte et aussi sur le terrain le parcours. Donc le traceur pour nous c'est Thibaut Poupard qui a été 10 ans en équipe de France de CO, donc qui sait de quoi il parle, qui est aussi un excellent trailer. Et donc je pense qu'il va nous proposer un parcours bien ciblé pour pouvoir accueillir des non spécialistes de la CO. Tout simplement. Bruno Malaret, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Merci toutes à ces vous. informations. Je vous garde jusqu'à la fin de cette émission, car c'est déjà fini. Tout de suite, je laisse la place à Olivia Boisson, qui se prépare et est déjà dans les starting blocks pour le JT. C'est tout de suite. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Merci à toutes et à tous de votre attention. À demain.